Après plus de 1000 jours de combat, l'Ukraine et la Russie sont désespérées de trouver un moyen de mettre fin à la guerre. L'Ukraine pourrait déjà avoir l'avantage. Leur invasion de la région de Koursk en août a laissé la Russie se démener pour se rétablir, un coup dont Moscou ne s'est toujours pas remis. L'Ukraine va plus loin. Avant son départ, le président Joe Biden a approuvé l'utilisation par l'Ukraine de missiles Atacms américains pour frapper des cibles en profondeur en Russie. L'Ukraine n'a pas hésité, lançant une frappe sur une installation d'armes à Bryansk. Un missile a causé des dégâts, envoyant un message fort et clair. L'Ukraine est prête à frapper au cœur de la Russie. Pour Poutine, c'est un cauchemar. Acculé et perdant du terrain, il menace de déclencher une guerre nucléaire, son jeu le plus dangereux à ce jour. Poutine a modifié les politiques nucléaires russes, permettant de justifier l'usage d'armes nucléaires contre l'Ukraine. Ce geste désespéré montre jusqu'où il est prêt à aller pour éviter la défaite. Mais appuierait-il réellement sur le bouton? Et que dit cela sur l'état de la guerre? Plongeons-nous dans le pari nucléaire de Poutine, et pourquoi ces menaces sont plus alarmantes que jamais. Le dernier changement de la politique de dissuasion et de défense nucléaire russe, avant la guerre en Ukraine, date de 2020 avec les principes de base de la politique d'État de la Fédération de Russie en matière de dissuasion nucléaire. En résumé, la politique expliquait comment la Russie pourrait justifier l'usage d'armes nucléaires pour assurer sa souveraineté et son intégrité territoriale. La doctrine a aussi décrit 4 scénarios possibles où la Russie emploierait l'arme nucléaire. Le premier était la preuve directe d'un missile balistique en route vers le territoire russe ou celui de ses alliés, ce qui constituerait une attaque directe sur la Russie ou ses alliés par un pays possédant ses propres capacités de missiles balistiques. Notez que la formulation de ce scénario ne fait pas spécifiquement référence à un missile balistique portant une ogive nucléaire, ni ne spécifie le type de missile balistique utilisé pour l'attaque, ce qui signifie qu'un missile balistique ordinaire serait qualifié pour une riposte. La deuxième condition était l'usage d'armes nucléaires ou de destruction massive contre la Russie ou ses alliés par un autre pays doté de l'arme nucléaire. Le troisième est une attaque sur les armes nucléaires russes et l'infrastructure de l'arsenal, y compris le stockage, le commandement et les centres de communication. Ces deux seraient probablement déclenchés lors d'une guerre nucléaire où la Russie serait ciblée par une première frappe visant à paralyser et désactiver son arsenal nucléaire pour prévenir des représailles. Il est possible que la guerre nucléaire était déjà à l'horizon dans ces cas, et les autres pays dotés de l'arme nucléaire ont des politiques de dissuasion similaires. Mais c'est la quatrième condition qui a suscité le plus de critiques. Il a évoqué la possibilité de représailles nucléaires pour l'utilisation d'armes conventionnelles qui menaçaient l'existence même du pays. La formulation de cette condition était très vague, car il n'existait pas de normes établies sur ce qui constituait un tel niveau de danger pour le pays. Cependant, le message était clair. La Russie pourrait et utiliserait probablement l'arme nucléaire si elle se sentait menacée. Et il y avait encore un autre aspect de la doctrine nucléaire que l'on pouvait découvrir si l'on regardait le langage spécifique de la 4e disposition générale. Cette disposition stipule qu'en cas de conflit militaire, la politique de la Russie permet de prévenir une escalade des actions militaires et leur cessation dans des conditions qui sont acceptables pour la Fédération de Russie et ou ses alliés. Cette formulation et les discussions dans les cercles de défense russes suggèrent que pour la Russie, les armes nucléaires sont non seulement un outil de survie, mais aussi de coercition. Même dans un conflit conventionnel, la Russie pourrait menacer d'une escalade nucléaire pour intimider son adversaire, prétendant que le conflit mettait suffisamment en danger son existence pour justifier une telle manœuvre. La modification de la politique de dissuasion nucléaire est passée inaperçue jusqu'à l'invasion de l'Ukraine en 2022 qui a attiré l'attention sur ce changement. En février 2022 et octobre 2024, le Centre d'études stratégiques et internationales a compté plus de 200 instances de la Russie faisant référence à la 4e disposition générale de sa doctrine nucléaire. Ces références suggéraient que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires non seulement pour sa survie, mais aussi pour mettre fin à la guerre en Ukraine dans des conditions favorables à Moscou et ses alliés. La stratégie de la menace, bien que généralement considérée comme sournoise, a porté certains fruits car d'importantes quantités de dons militaires de l'OTAN à l'Ukraine ont été retardés pendant des mois une fois que Poutine ou d'autres politiciens russes importants ou ministres ont menacé une réponse nucléaire. Cependant, durant les 2 premières années et demie de la guerre, la majorité des autres nations semblaient s'accorder sur le fait que les menaces nucléaires russes n'étaient mais que du bluff. Cela signifiait que l'OTAN a commencé à ignorer les affirmations des théoriciens militaires russes d'escalader pour désescalader le conflit en cours en Ukraine, tandis que les pays qui entretiennent une relation plus positive avec la Russie, comme la Chine et l'Inde, ont fait pression sur Poutine pour qu'il ne fasse pas de mouvements extrêmement offensifs, tous deux avec des arrière-pensées qui les ont guidés à se présenter comme plus ou moins neutres dans le conflit. Et puis août 2024 est arrivé.
Dans un mouvement sans précédent dans la guerre, l'Ukraine a renversé la situation et a envahi le territoire russe. La campagne de 3 semaines dans la région de Koursk a conduit l'armée ukrainienne à occuper plus de territoire en Russie que la Russie n'en avait fait dans le Donbass au cours des 7 mois précédents. Le succès généralisé de l'invasion de Koursk a eu plusieurs conséquences, toutes finissant par dégrader l'influence de la Russie en tant que l'une des plus grandes et des plus puissantes armées du monde. Mais il y avait 2 conséquences qui étaient sans doute les plus importantes. Tout d'abord, l'armée ukrainienne a mis la Russie sur la défensive pour la première fois. Le succès de l'invasion de Koursk a montré que malgré tous ses avantages numériques, l'armée russe comptait sur des tactiques rigides et strictes pour progresser. Face à un changement soudain dans le cours de la guerre comme à Koursk, le commandement russe a d'abord bégayé, échouant à monter une réponse décisive. Plusieurs facteurs expliquaient cela. Selon les statistiques pour des prisons ukrainiennes traitant les Russes capturés, la majorité des soldats russes stationnés dans la région étaient des conscrits, et non des soldats sous contrat. Les conscrits manquaient de formation, d'expérience et d'ordre clair pour résister efficacement à l'armée envahissante. Cela a provoqué des vagues de reddition dans la région, expliquant en partie le succès retentissant initial de l'invasion pour l'Ukraine. Puis le Kremlin a été extrêmement lent à réagir à l'invasion, les premiers rapports en Russie suggérant faussement que les envahisseurs étaient déjà repoussés par les forces locales. Lorsqu'il s'est avéré que c'était totalement faux, l'armée russe a eu recours à des tactiques plus défensives, créant des tranchées qui se sont avérées seulement partiellement efficaces pour ralentir l'avancée ukrainienne. La Russie n'a lancé la contre-offensive à Koursk qu'en septembre, près d'1 mois après l'arrivée des soldats ukrainiens dans la région. Et le progrès de la Russie dans la région semble être douloureusement lent. Selon les médias russes, l'armée n'a réussi à reprendre le contrôle que d'environ la moitié des 500 miles carrés de territoire que l'Ukraine occupait à la mi-octobre. Entre-temps, les sources ukrainiennes ont déclaré que la contre-offensive russe n'a repris que 40% du territoire initial. La vérité se situait sans doute entre les deux. Les rapports les plus récents de la société de radiodiffusion britannique du 20 novembre suggèrent les mêmes statistiques que le premier rapport russe. Malgré les rapports contradictoires, bien que la Russie ait repris la moitié du territoire en 1 mois et demi, elle peine de plus en plus à faire le dernier effort. Mais la deuxième, et probablement la plus grande conséquence de l'invasion de Koursk, est que l'Ukraine a techniquement réussi à franchir l'une des lignes rouges nucléaires. Les lignes rouges étaient souvent citées par le Kremlin comme des raisons pouvant justifier l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie. Comme mentionné précédemment, certaines des lignes rouges les plus couramment tracées par les autorités russes concernent les types d'armes données à l'Ukraine, allant des chars de l'époque soviétique à des armures plus modernes. Les lignes rouges ont été franchies avec l'envoi par l'OTAN de chars de plus en plus puissants technologiquement en Ukraine, des T-80 au 1000, Abrams, Challenger 2 et Leopard 2. D'autres lignes rouges comprenaient l'envoi de F-16 en Ukraine. Malgré les avertissements de Moscou, l'OTAN a finalement fourni des avions à l'armée de l'air ukrainienne dès août, après un bref retard. La ligne rouge sur l'invasion de Koursk décrivait les conséquences d'une invasion du territoire russe par l'Ukraine ou un autre pays. L'Ukraine a néanmoins réussi cela sans aucune implication occidentale. Poutine avait alors qualifié les envahisseurs de terroristes. De plus, il a invoqué le pacte de défense ambigu avec la Corée du Nord pour justifier que ce dernier envoie jusqu'à 12 000 soldats à Koursk, tout cela au nom de la défense de l'intégrité territoriale de la Russie contre l'invasion ukrainienne. Les soldats nord-coréens nécessiteraient quelques mois d'entraînement supplémentaires avant un déploiement complet à Koursk et dans les régions voisines. Le pacte de défense suggère une utilité limitée de la Corée du Nord pour l'offensive russe, mais pourrait permettre à Poutine d'intensifier la contre-offensive à Koursk. On pourrait avancer que la Russie aurait pu utiliser l'invasion de Koursk comme prétexte pour justifier l'usage d'armes nucléaires contre l'Ukraine, surtout quand l'invasion s'est révélée plus vaste que prévu par le Kremlin. Après tout, l'occupation d'un morceau de territoire russe par l'Ukraine lui donne beaucoup plus de leviers de négociation pour les éventuels pourparlers de paix, un événement qui devient beaucoup plus probable que la Russie remportant la guerre en Ukraine dans l'année ou 2 à venir. Lorsque les bombes nucléaires n'ont pas été utilisées en réponse à l'invasion de Koursk, l'Occident est devenu plus audacieux dans son aide militaire. Les États-Unis ont approuvé plusieurs tours d'aide financière et militaire, y compris l'envoi de plus de munitions pour le système de défense anti-aérien Patriot, ainsi qu'une seconde batterie de lancement Patriot allouée à l'Ukraine en juin 2024. Le soutien occidental accru était ce dont l'Ukraine avait besoin, car l'attention médiatique a recentré le monde sur la guerre, leur permettant de plaider pour plus d'aide. Le soutien croissant a apparemment culminé avec l'accord final des États-Unis pour permettre à l'Ukraine d'utiliser certains des missiles à longue portée qu'ils ont donnés pour être tirés sur le territoire russe. C'était encore une autre des lignes rouges de la Russie franchie, et une qui était une riposte plus directe,
bien que pas au niveau d'une réponse nucléaire. Les États-Unis ont approuvé l'utilisation des ATACMS en Russie pour plusieurs raisons. Commençons par une moins évidente, mais peut-être plus logique. L'Ukraine avait déjà les moyens de frapper plus profondément en Russie. En plus de l'invasion de Koursk, l'Ukraine a commencé à augmenter sa capacité à frapper des cibles militaires clés en Russie grâce aux drones kamikazes, soit des drones commerciaux pour des missions à courte portée, soit des drones militaires pour des missions à longue portée. Les premiers ont transformé les tactiques militaires sur les lignes de front, les seconds résultent de plusieurs années d'avancement dans les armes domestiques de l'Ukraine. En septembre, les missions de drones à longue portée sont devenues de plus ambitieuses, culminant avec une vaste attaque de drones visant Moscou, la capitale russe, le 10 septembre. Bien que la plupart des 140 drones ayant été interceptés et détruits par les défenses russes, plusieurs drones ont tout de même réussi à frapper près de la capitale et ont causé une victime. Les conséquences ont été soudaines et claires. L'Ukraine pouvait fabriquer des drones défiant les défenses russes et opérant sur de longues distances, rendant obsolètes les tactiques antérieures. Avec l'essor de l'industrie des drones en Ukraine basée sur les tactiques de guerre par drone, les ATACMS semblent redondants ou une mise à niveau latérale par rapport aux plans ukrainiens. Tout d'abord, les missiles ATACMS ont une portée limitée d'environ 200 miles, ce qui est insuffisant pour atteindre Moscou depuis l'Ukraine. De plus, leur production est bien plus coûteuse que celle des drones militaires. Un drone militaire au niveau de ceux qui ont été utilisés par l'Ukraine peut coûter environ 100 à 200 000 $, tandis qu'un seul missile ATACMS coûte plus d'1 million de dollars. Troisièmement, l'Ukraine n'a pas de moyens de fabriquer les missiles ATACMS et tout son approvisionnement est basé sur des dons de l'OTAN. C'est un approvisionnement extrêmement limité en ce moment, avec des indications que l'Ukraine n'a reçu pas plus de 50 missiles pendant toute la durée de la guerre, et aucune façon précise de déterminer combien il en reste. Mais là où les missiles ATACMS sont supérieurs, c'est leur capacité à contourner les systèmes défensifs modernes, le missile étant nettement plus rapide que les drones militaires, les défenses antiaériennes russes ont du pain sur la planche pour les frappes à longue portée. Bien sûr, le résultat le plus récent de 5 missiles sur 6 tirés étant détruits par les défenses antimissiles russes ne donne pas beaucoup de confiance en l'utilisation des ATACMS à des fins offensives, mais il est impossible de dire si cette tendance se poursuivra. L'Ukraine pourrait utiliser les missiles pour perturber la chaîne d'approvisionnement autour de la Russie, permettant aux drones ukrainiens de se concentrer sur des attaques contre des centres de commandement et militaires vitaux. Les ATACMS pourraient arriver trop tard pour changer significativement le cours de la guerre, vu son état actuel. Mais il y a une autre raison, plus vitale, pour laquelle tant de décisions concernant où et comment attaquer sont prises en ce moment. L'administration Biden est sur le point de partir. Avec l'ancien président Donald Trump qui a remporté l'élection présidentielle de 2024 et qui doit être inaugurée le 20 janvier 2025, l'administration actuelle a moins de 2 mois pour continuer à aider l'Ukraine. Par la suite, Trump prendra les décisions, ce qui pourrait renverser de nombreuses politiques instaurées par Biden au cours des 1000 derniers jours. Et l'OTAN, l'Ukraine et la Russie le savent tous, c'est précisément pourquoi la guerre s'est intensifiée ces dernières semaines. Poutine s'est tourné vers la ligne de front active dans le Donbass, la Russie étant incapable d'avancer à Koursk, les soldats nord-coréens n'étant pas encore prêts et sans réelle justification pour l'utilisation d'armes nucléaires des mois après l'invasion. Là, l'armée russe a commencé à faire des progrès lents mais réguliers, occupant environ 1000 miles carrés de territoire, ce qui représente beaucoup plus de progrès que l'année précédente. Encore plus important pour Poutine, l'offensive pourrait s'accélérer car les territoires nouvellement occupés ne représentent que 656 miles carrés acquis en septembre, avec la moitié de ces progrès réalisés en seulement 3 mois. Alors, pourquoi y a-t-il soudainement des inquiétudes concernant l'utilisation d'armes nucléaires, Beaker? L'attaque sur le territoire russe est survenue avant la révision de la politique de défense nucléaire de la Russie. Contrairement à la doctrine de 2020, la nouvelle formulation de la politique implique que l'Ukraine utilisant des armes de tiers provenant d'un pays capable de nucléaire, comme les États-Unis, est considérée comme si ce pays tiers attaquait directement la Russie. En bref, la nouvelle politique est précisément formulée pour créer un nouveau tour de sabre qui contrarie directement les nouvelles évolutions des politiques de l'OTAN, permettant ce que l'Ukraine peut faire avec ses armes. Deuxièmement, la doctrine révisée fait maintenant référence de manière plus large aux détections d'attaques aérospatiales plutôt qu'aux attaques de missiles balistiques. Le terme aérospatial peut ainsi signifier des missiles, des drones ou des avions, jetant un filet hilarant de large pour couvrir à peu près n'importe quel type d'option que l'Ukraine a pour mener des frappes à longue portée. Alors que le Kremlin a officiellement déclaré que la nouvelle doctrine a été soigneusement examinée, indépendamment des développements en cours dans la guerre, le libellé et comment il correspond aux efforts de guerre disent pour le contraire. Malgré tout, la Russie ne semble pas avoir fini de faire du bruit avec l'Ukraine et l'OTAN,
pour retarder l'aide militaire ou inverser certaines de ses politiques. La date limite du 20 janvier peut sembler favoriser Poutine, mais la réalité est plus nuancée. Malgré une meilleure entente entre Trump et Poutine sur la géopolitique lors du premier mandat, l'attitude de Trump durant un second mandat reste incertaine. D'une part, l'OTAN a comblé plusieurs faiblesses, la plupart des pays dépassant les 2% du produit intérieur brut recommandé en dépenses. Parallèlement, l'Allemagne, la Pologne et la Finlande ont significativement modernisé ou renforcé leur technologie ou leurs effectifs militaires. D'autre part, la déférence de Trump envers les efforts de guerre russes était probablement due à leur puissance projetée. Mais au vu du déroulement du conflit ukrainien, cela pourrait avoir changé. N'oubliez pas, l'Ukraine a entamé la guerre avec un cinquième de la main-d'œuvre active de la Russie et environ un dixième de son équipement militaire, qui était considéré comme plus ancien que celui de la Russie. Malgré cela, l'Ukraine a réussi à repousser la Russie bien plus longtemps que prévu, en 2022 surprenant experts et stratèges. Avec le soutien de l'OTAN, une victoire totale de l'Ukraine est même envisageable. Trump pourrait potentiellement forcer la Russie et l'Ukraine à entamer des pourparlers de paix peu après son investiture. Dans ce scénario, le fait que l'Ukraine détienne un territoire russe est un désavantage notable pour Poutine, car il représente une faiblesse importante pour les négociateurs russes. Ainsi, Poutine pourrait être plus enclin qu'avant à utiliser la nouvelle doctrine nucléaire comme une arme offensive. Alors que les précédentes mentions de l'utilisation d'armes nucléaires étaient été faites dans le contexte de la défense du territoire russe, il existe maintenant une possibilité, aussi minime soit-elle, que Poutine décide de les utiliser pour attaquer l'Ukraine. Comment ? Eh bien, considérez comment les armes nucléaires ont été utilisées pour la première fois en 1945. Le Japon était au bord de la défaite dans la guerre conventionnelle, avec sa marine importante subissant des pertes extrêmes de la part des États-Unis et de ses alliés. Pourtant le Japon a refusé de se rendre aux États-Unis. Autrement dit, jusqu'au largage des bombes. Le déploiement des bombes nucléaires a eu 3 effets distincts sur l'état à l'heure actuelle de la Seconde Guerre mondiale. Cela a contraint le Japon à capituler, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, les bombes ont empêché une invasion navale plus meurtrière du Japon, accélérant considérablement le cours de la guerre et sauvant peut-être plusieurs centaines de milliers de soldats. Troisièmement, les bombardements ont montré à l'Union soviétique la supériorité technologique et militaire des États-Unis. La Russie espère qu'utiliser des armes nucléaires sur l'Ukraine aurait les mêmes effets sur l'Ukraine et l'OTAN. C'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles l'armée russe n'a fait qu'augmenter ses efforts offensifs dans le Donbass. Avec la majorité des forces russes et ukrainiennes concentrées sur le front, Poutine pourrait envisager de larguer une bombe nucléaire sur une ville ukrainienne plus éloignée du front. L'effet serait similaire au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. L'Ukraine perdrait un grand centre de population et une ligne d'approvisionnement clé vers le front. Avec la menace de nouveaux bombardements et les près de 1700 ogives nucléaires en service actif en Russie, l'Ukraine serait contrainte de capituler. De même, l'OTAN pourrait voir l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine comme le début d'une cause perdue et une graine pour les conditions que la Russie impose et essayer de créer un nouveau statu quo où l'OTAN et la Russie redessinent les frontières en Europe de l'Est. Même pour la Russie, bombarder une seule ville pourrait être jugé comme un coût acceptable. Après tout, les récents bombardements conventionnels intensifiés, les frappes de missiles et les attaques de drones ont pratiquement rasé des quartiers entiers. Donc une bombe nucléaire à faible rendement ne ferait que reproduire cette dévastation. De plus, la Russie et l'Ukraine ont une grande expérience dans le nettoyage de la contamination radioactive après Tchernobyl. La Russie pourrait donc reconstruire les villes et les utiliser à des fins industrielles dont elle a besoin. Ainsi, la Russie pourrait finir par utiliser sa politique de défense nucléaire pour mener une guerre offensive. Ce scénario suppose que la Russie avance en Ukraine, alors que l'armée russe a doublé ses gains dans le Donbass en seulement 3 mois. Les Ukrainiens utilisant des ATACMS pour frapper les lignes d'approvisionnement pourraient contrer cela. De plus, l'administration de Biden pourrait très bien planifier des dons militaires plus agressifs. Bien que l'OTAN ne déploie pas ses propres troupes en Ukraine, ce qui pourrait escalader la guerre en Troisième Guerre mondiale, les pays d'Europe occidentale pourraient commencer à fournir des armes et des équipements plus avancés qu'auparavant. Au lieu de F-16, l'Ukraine pourrait recevoir des F-22 et des F-35. Les États-Unis pourraient fournir un nombre nettement supérieur de systèmes Patriot et de munitions, ainsi que plus d'ATACMS pour les missions de défense et d'attaque. Les prototypes finlandais envoyés en Ukraine l'an dernier pourraient être déployés activement en plus grand nombre. La Chine a acquis une influence accrue sur la Russie depuis le début de la guerre, étant l'un de ses principaux partenaires commerciaux et économiques. Malgré les divers plans de paix proposés par la Chine, aucun n'a clairement évoqué le statut du territoire occupé par la Russie, suscitant des critiques quant à leur ambiguïté.
Sans surprise, ces plans sont restés sans réponse des deux côtés. Si Poutine annonçait des plans pour utiliser des armes nucléaires, la Chine pourrait s'inquiéter d'une réponse plus directe des autres puissances nucléaires, principalement membres de l'OTAN. Si la Russie utilise des armes nucléaires, les États-Unis pourraient immédiatement s'impliquer dans le conflit, quelle que soit la présidence en place à ce moment-là. Cela pourrait mener la Chine dans une guerre qu'elle pourrait ne pas gagner, même si elle est conventionnelle plutôt que nucléaire. Le meilleur plan pour la Chine serait d'apaiser la Russie afin d'éviter que Poutine ne prenne d'autres décisions irréfléchies, comme lorsqu'il a recruté l'armée de Kim Jong-un pour mener ses combats. De même, le meilleur geste de l'OTAN serait de renforcer l'Ukraine pour prouver que l'Alliance la défendrait totalement en cas d'attaque nucléaire. Jusqu'à présent, les actions de Poutine se sont concentrées sur les menaces et les offenses qu'il pourrait commettre grâce au soutien de la Chine et aux luttes internes de l'OTAN pour maintenir le statu quo. Une attaque nucléaire menace ostensiblement ces deux parties. Il pourrait être dans l'intérêt de l'OTAN de rendre l'Ukraine peu attrayante comme cible nucléaire. Mais quelle est la probabilité que Poutine utilise réellement l'arme nucléaire en Ukraine? Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé et laissez vos commentaires ci-dessous. Allez maintenant vérifier les principales cibles nucléaires de la Russie, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.